Fragile mais debout, un podcast sincère à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie, et l'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « L'attachement ou comment tout se construit dans l'enfance ». Pour comprendre l'attachement, il faut revenir là où tout commence, l'enfance, cette période à la fois lumineuse et vulnérable où se tissent nos tout premiers fils invisibles. Des fils qui nous relient aux autres, à nous-mêmes, au monde. Des fils qui peuvent soutenir, contenir, sécuriser et parfois aussi étouffer ou blesser. L'attachement, ce n'est pas seulement une façon d'aimer, c'est un socle intérieur. Il influence notre manière de ressentir, de faire confiance, de poser des limites, de nous défendre. C'est une façon d'habiter le monde, bien avant d'avoir les mots pour le dire. Pour explorer pleinement cette thématique, je lui consacrerai 2 épisodes. Dans ce premier épisode, je vais définir ce qu'est l'attachement, te faire découvrir ces 4 styles et t'amener à explorer les besoins fondamentaux de l'enfant. Je t'offre ici un socle, une base, pour mieux comprendre le second épisode. Celui-ci abordera l'attachement à l'âge adulte, son impact sur soi, sur les relations et sur la parentalité. Bienvenue au cœur de l'attachement, un concept fondamental, souvent méconnu, et pourtant essentiel à la construction de l'être humain. Prenons le temps et commençons ensemble l'exploration de ce pilier du développement émotionnel. Pendant longtemps, quand on me demandait comment s'était passée mon enfance, je répondais presque machinalement « pas facile ». C'était une phrase courte, pratique, une phrase qui mettait un point final avant même que la question n'ouvre quelque chose. Une façon de fermer la porte doucement, sans faire de bruit. Objectivement, il n'y avait rien de spectaculaire, pas de manque criant, pas de famine. Il y avait des vacances, des rires, une maison qui tenait debout. Rien qui en apparence justifie qu'on s'y attarde trop longtemps. Ma mère, elle, racontait son enfance comme on raconte une tragédie, un roman sombre, à la Hugo ou Zola. Inceste, violence, placement, père inconnu, précarité. À côté de ça, la mienne me semblait presque indécente à questionner. Alors, j'ai appris à relativiser, à classer mon histoire dans la catégorie de celle dont on ne se plaint pas, à minimiser, à me taire. Je n'ai pas grandi dans une absence d'amour, mais j'ai grandi dans une absence de sécurité. Très tôt, j'ai compris que mes parents portaient leurs propres blessures, que leur monde intérieur débordait, qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qu'ils n'étaient pas toujours disponibles, ni vraiment présents. Et j'ai compris, sans qu'on me l'explique, ce qu'il fallait faire pour que le lien tienne. Être sage, ne pas trop demander, savoir quand parler, quand rire, quand se taire, ressentir en silence, et surtout ne pas se plaindre, ne pas relever, ne pas questionner. Ce n'était pas un choix conscient, c'était une adaptation. À la maison, les émotions étaient soit tues, soit explosives, soit dangereuses. La joie insouciante pouvait déclencher la colère des adultes, la tristesse des adultes nourrissait la peur des enfants, et la peur, elle était partout. Peur de mal faire, peur de la sanction, peur de la fragilité de l'adulte, peur de ne pas être aimé. Alors il a fallu apprendre très vite à contenir, transformer, gérer ce flux émotionnel constant. Je suis devenue autonome bien avant l'âge, responsable. Un vrai petit soldat, parfois même le parent de mes parents. On disait de moi que j'étais forte, mature, grande. Et j'en étais fière, vraiment fière. Même si à l'intérieur, je me sentais fragile, inquiète, toujours un peu en alerte. Comme si le danger pouvait surgir à tout moment. Quand j'allais chez des camarades, je découvrais un autre monde. Les émotions semblaient plus ajustées. Les adultes, moins imprévisibles. Les enfants, moins vigilants. Les corps plus détendus. Je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait, ni même où se situait la normalité. C'est bien plus tard, dans un cabinet, qu'en écoutant le récit de mon enfance, quelqu'un a posé des mots que je ne voulais pas du tout entendre. Maltraitance, violence, trauma. J'ai d'abord refusé,
Parce que reconnaître cela, c'était accepter que je m'étais menti, que j'avais accepté l'inacceptable. Et c'était trop violent à regarder. Il m'a fallu du temps pour revisiter le passé, pour lui donner du sens. Oui, mes parents avaient leurs propres blessures. Oui, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Oui, ils ont aimé à leur manière. Mais leurs histoires non guéries, leur enfance restée à vif, nous ont profondément blessés, meurtris, physiquement et psychologiquement. Aujourd'hui encore, malgré le chemin parcouru, j'en vois les traces. Dans mes relations, dans ma difficulté à demander de l'aide, dans cette voix critique intérieure qui me laisse rarement en paix. Et puis, la maternité est venue réveiller certaines failles, des fragilités, des insécurités. Tout mon passé est revenu comme un boomerang. Et j'ai compris que mon enfant intérieur n'était pas guéri, que certaines blessures étaient encore, malheureusement, très actives. Alors pour une fois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai arrêté de lutter et j'ai repris le chemin de la thérapie. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Comprendre pour choisir autrement. Comprendre pour réparer. Comprendre pour offrir à l'enfant que j'ai été et à celui que j'élève un espace plus sûr, un espace différent. Aujourd'hui, la question qui m'accompagne n'est plus « est-ce que j'ai été aimée ou mal aimée ?» mais plutôt « quels besoins fondamentaux n'ont pas été comblés chez moi ? Comment cela continue-t-il de vivre en moi ? Et comment, surtout, ne pas répéter ? Comment faire autrement ? C'est là que commence le soin. Pas dans le jugement, mais dans la conscience, dans le courage de regarder, pour s'offrir enfin la possibilité de transmettre autrement. En thérapie individuelle, la question de l'enfance surgit presque toujours, souvent dès les premières séances. Très vite, le lien aux parents s'invite dans la pièce, parfois timidement, parfois frontalement, et les réponses sont souvent binaires. J'ai eu une enfance normale, mes parents ont fait de leur mieux. Le problème ne vient pas de là, c'est certain. Ou au contraire, une longue liste de blessures, de manques, de traumas, avec l'idée que tout ce qui fait mal aujourd'hui s'explique uniquement par le passé. En guidance parentale, le mouvement est similaire. Certains parents disent « Je comprends pas, il a tout ce dont il a besoin ». D'autres sont submergés par la culpabilité, convaincus d'être responsables de tout. Très peu se situent dans un entre-deux, un espace où la nuance et la complexité peuvent coexister. La psychoéducation permet au patient de mieux comprendre son fonctionnement, mais aussi les enjeux de la thérapie, de découvrir que certaines stratégies, adoptées très tôt, peuvent aujourd'hui maintenir la problématique, et surtout que certains changements peuvent transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. L'attachement, ayant une place centrale dans le développement de certaines problématiques de santé mentale, est un concept que je développe souvent en séance. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ce pilier fondamental. Pour John Bowlby, l'attachement n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une fragilité personnelle, c'est un mécanisme biologique, un système profondément inscrit en nous, programmé pour une seule chose essentielle, survivre. Un enfant naît avec cet élan instinctif vers l'autre, un besoin fondamental, aussi vital que manger, dormir ou respirer. À la naissance, le bébé est totalement dépendant. Il ne peut ni survivre, ni apaiser ses émotions par lui-même. Quand la peur surgit, quand la faim se fait sentir, quand l'angoisse déborde, il a besoin d'un autre pour l'aider à revenir au calme. Pour grandir, il a besoin d'un adulte capable de répondre à ses besoins. Pas parfaitement, mais suffisamment. Ce lien, tissé jour après jour entre l'enfant et ses figures d'attachement, devient une base intérieure, invisible mais essentielle. C'est à partir de cette base que l'enfant apprend, peu à peu, si le monde est un endroit sûr ou dangereux, si ses émotions ont le droit d'exister, s'il peut compter sur l'autre, et s'il pourra, plus tard, compter sur lui-même. L'attachement ne se construit pas en un jour, il se façonne
à travers des expériences répétées, à travers la manière dont l'adulte répond ou ne répond pas aux pleurs, à la peur, à la colère, aux besoins de proximité. À force de répétition, l'enfant construit ce que Bowlby a appelé des modèles internes opérants, des cartes mentales, le plus souvent inconscientes. Ces cartes lui disent comment fonctionne le lien. Elles influencent la façon de ressentir, de se réguler, de faire confiance, la manière d'oser demander de l'aide ou au contraire d'apprendre à s'en passer. Ce qui dans l'enfance est une stratégie de survie devient au fil du temps ce que l'on appelle un style d'attachement, une façon d'être en relation, une représentation de ce que je peux attendre des autres, comment je dois me comporter pour être aimé, ou ce que je crois mériter. Et ces stratégies, parfaitement adaptées à l'enfant que nous étions, peuvent devenir à l'âge adulte source de souffrance, dans les relations, dans l'intimité, dans le rapport à soi. Mais il y a une bonne nouvelle. Même si cette carte mentale est brouillée, incomplète ou abîmée, elle n'est pas figée. Elle peut être réécrite dans des relations réparatrices, dans la conscience ou dans le soin. Et c'est précisément là que commence le travail thérapeutique. Avant d'aller plus loin, avant de parler des différents styles d'attachement, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Parce que l'attachement touche à quelque chose de profondément intime. Il peut réveiller des souvenirs, des sensations dans le corps, et parfois faire émerger des émotions qu'on n'avait pas vraiment prévues. Si c'est ce qui se passe pour toi en ce moment, sache une chose, c'est normal. Il n'a rien d'anormal à être touché lorsqu'on parle de lien, de sécurité, de besoins fondamentaux. J'aimerais aussi poser quelque chose d'essentiel avant de continuer. Les styles d'attachement que tu t'apprêtes à découvrir ne sont pas des cases rigides. Ce ne sont pas des diagnostics et encore moins des étiquettes définitives. Ils décrivent des stratégies, des façons d'entrer en lien, des manières de s'adapter à un environnement donné, à un moment précis de la vie. Il est d'ailleurs très fréquent de se reconnaître dans plusieurs styles, selon les périodes que l'on traverse, selon les relations que l'on vit, selon le niveau de sécurité que l'on ressent. Avoir un attachement dit insécure ne dit absolument rien de ta valeur. Cela raconte simplement l'histoire de la façon dont tu as appris à survivre émotionnellement, de ce qui était nécessaire à l'époque pour préserver le lien. Alors je t'invite à écouter la suite avec curiosité plutôt qu'avec jugement, avec douceur plutôt qu'avec dureté. Parce que comprendre, ce n'est pas se condamner. Comprendre, c'est déjà commencer à transformer. Découvrons maintenant, ensemble, les différents styles d'attachement. Il existe 4 grands styles d'attachement. Tous se construisent dans l'enfance en fonction de la manière dont les besoins émotionnels de l'enfant ont été reconnus, accueillis ou ignorés. Commençons par le style d'attachement sécure. Non pas parce qu'il serait meilleur que les autres, mais parce qu'il sert de repère, de point d'ancrage, de base de comparaison. Un enfant développe un attachement sécure lorsque, globalement, ses besoins émotionnels ont été suffisamment entendus. Cela ne signifie pas une enfance parfaite, ni des parents toujours disponibles, toujours calmes, toujours justes. Cela signifie surtout une chose essentielle. Quand l'enfant avait besoin de réconfort, quelqu'un était là. Pas tout le temps, mais assez souvent. Dans un attachement sécure, l'enfant apprend que ses émotions ont de la place, que pleurer ne met pas le lien en danger, que la colère, elle peut être contenue, que la tristesse peut être accueillie. Il fait aussi l'expérience que l'adulte peut parfois se tromper, mais qu'il répare, qu'il revient, qu'il explique et qu'il s'excuse. Progressivement, l'enfant intériorise cette sécurité. Il développe une confiance de base en l'autre, mais aussi en lui-même. Cette base lui permet d'explorer le monde, de s'éloigner, de revenir, sans crainte de perdre le lien. À travers ses relations, il apprend que ses émotions sont légitimes,
que ses besoins peuvent être entendus, qu'il peut exprimer sans danger et que l'autre est globalement fiable. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un idéal à atteindre, mais d'un repère. Un repère qui nous aide à comprendre comment les autres styles se sont construits et surtout ce vers quoi il est possible de tendre. Ce style d'attachement sécure nous montre ce qui se construit quand la sécurité émotionnelle est suffisamment présente. Mais tout le monde n'a pas grandi avec cette base. Et c'est ni une faute, ni un échec. Lorsque la réponse de l'adulte est moins prévisible, moins constante ou parfois absente, l'enfant fait ce qu'il peut. Il s'adapte. À partir de là, d'autres stratégies se mettent en place, d'autres façons de faire lien, d'autres manières de se protéger. C'est ce que nous allons explorer maintenant avec les styles d'attachement insécures. Commençons par le style d'attachement anxieux. Un enfant développe un attachement anxieux lorsque la disponibilité de l'adulte est inconstante. Parfois présent, parfois absent, parfois chaleureux, parfois distant, irritable ou débordé. Face à cette imprévisibilité, l'enfant apprend vite une chose. Pour garder le lien, il faut être attentif, anticiper, multiplier les efforts. Pleurer trop fort peut agacer. Se taire peut faire disparaître l'autre. S'approcher est parfois bienvenu, parfois rejeté. Peu à peu, cette vigilance devient une stratégie. Être constamment à l'écoute des signaux de l'autre. Les émotions sont vécues de façon intense. Les liens sont fortement investis. Et plus tard, l'anxiété peut se manifester dans les relations. Peur de décevoir, peur de perdre l'autre. Besoin constant de réassurance, doute sur sa propre valeur. L'essentiel à retenir, c'est que cette stratégie a une fonction. Elle a été inventée pour assurer la survie du lien dans un environnement incertain. Et la bonne nouvelle, c'est que comme toute stratégie d'adaptation, elle peut évoluer. On peut apprendre à réguler ses émotions, à poser des limites, à se sentir en sécurité, même quand l'autre n'est pas toujours parfait. Et surtout, à faire confiance progressivement à soi-même et aux autres. Passons maintenant au style d'attachement évitant. Ce style se développe lorsque l'adulte est peu disponible, ou lorsque l'expression des besoins entraîne du rejet, de la critique ou de l'indifférence. Dans ce contexte, l'enfant apprend vite que se rapprocher peut être risqué. Il comprend que pour se protéger, il vaut mieux se contenir, se débrouiller seul, ne pas déranger. Peu à peu, cette stratégie devient automatique. Les émotions sont minimisées, les besoins mis de côté. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé d'espace pour être accueillis. Le lien est alors vécu avec distance, parfois avec un sentiment d'isolement ou de solitude, même si au fond, le désir de connexion, lui, il est bien là. L'attachement évitant est lui aussi une stratégie de survie, mise en place pour protéger l'enfant dans un environnement où ses besoins n'étaient pas suffisamment entendus. Et là encore, il est possible de réapprendre, à se rapprocher, à faire confiance, à exprimer ce qui se vit à l'intérieur, pas à pas, à son rythme. Terminons avec le style d'attachement désorganisé. Ce style se construit lorsque l'enfant fait face à un adulte profondément imprévisible. Parfois protecteur, parfois effrayant. Parfois source de réconfort, parfois source de peur. Les messages sont contradictoires. Et pour l'enfant, c'est un dilemme insoluble. Se rapprocher peut apaiser, mais aussi faire mal. S'éloigner peut protéger, mais déclencher l'angoisse de perdre l'autre, de perdre le lien. Face à cette contradiction, l'enfant développe des stratégies désorganisées. Il cherche la proximité tout en la fuyant. Il peut pleurer tout en se retenant, exprimer de l'agressivité, puis se replier sur lui-même. L'attachement ambivalent ou désorganisé, c'est le reflet d'une enfance où l'amour et la sécurité n'étaient pas fiables. Et là encore, rien n'est figé. Ces schémas peuvent être reconnus, apaisés, transformés. On peut apprendre à créer des liens plus stables, à se sentir progressivement en sécurité avec soi-même et avec les autres.
Nous venons de parcourir ensemble les 4 grands styles d'attachement: sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Ils racontent comment nous avons appris à nous adapter aux réponses émotionnelles de nos parents ou figures d'attachement. Ils nous aident à comprendre nos stratégies relationnelles, nos réactions, nos émotions aujourd'hui. Mais pour aller plus loin, il est essentiel de s'intéresser à ce qui sous-tend ces styles, les besoins fondamentaux de l'enfant. Car c'est en identifiant ces besoins, parfois comblés, parfois frustrés, que l'on peut comprendre pourquoi certaines stratégies se sont mises en place. Et c'est à partir de cette compréhension que devient possible une réécriture. Pour soi, en premier lieu, mais aussi pour les générations suivantes. Alors prenons maintenant un moment pour explorer ensemble les besoins fondamentaux de l'enfant. Il en existe 5. 5 piliers silencieux sur lesquels se construit la manière d'aimer, de se relier, d'entrer en lien avec soi et avec les autres. Chaque enfant naît avec ses besoins essentiels. Ils sont là dès le début, indispensables pour se sentir en sécurité et se développer harmonieusement. La manière dont ces besoins sont reconnus et nourris dépend de la disponibilité émotionnelle des adultes qui entourent l'enfant. Les besoins physiologiques: manger, boire, dormir, être propre, bouger, être soigné. Ces besoins sont vitaux. Une alimentation adaptée soutient l'énergie et régule l'humeur. Le sommeil participe au développement du cerveau et consolide les apprentissages. Le mouvement, lui, renforce le corps et soutient le développement psychomoteur. L'hygiène protège la santé et contribue aussi à l'estime de soi. Les adultes sont garants de ces besoins. Ils observent, ajustent, répondent aux signaux de l'enfant. Lorsque ces besoins ne sont pas suffisamment comblés, c'est la sécurité même de l'enfant qui peut être menacée. Sa survie. Le besoin de sécurité et de protection. L'enfant a besoin de sentir qu'un adulte est là pour lui, qu'il peut répondre à ses besoins, le protéger, le rassurer. Un adulte fiable, disponible, émotionnellement présent. Lorsque cette sécurité manque, l'enfant peut développer une peur profonde de l'abandon, une méfiance de la honte, une hypervigilance, ou encore un attachement anxieux, marqué par une recherche constante de réassurance. Le besoin d'autonomie. Pour grandir, l'enfant a besoin d'explorer le monde, d'essayer, de se tromper, de recommencer, de faire seul. L'adulte soutient sans envahir. Il accompagne sans faire à la place. Et il envoie un message silencieux mais fondamental. Vas-y, je te fais confiance. Lorsque ce besoin est entravé, par la surprotection ou le contrôle, l'enfant peut grandir avec l'idée qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas, qu'il doit s'accrocher aux autres pour exister. Le besoin de limites réalistes et d'autocontrôle. Les limites sécurisantes ne sont pas des murs, ce sont des contours. Elles disent à l'enfant « Je te vois, je te contiens, tu n'es pas seul ». Un cadre clair et stable aide l'enfant à apprivoiser la frustration, à respecter l'autre et à développer sa régulation émotionnelle. À l'inverse, trop de rigidité ou trop de laxisme peuvent générer de l'insécurité et empêcher l'enfant de construire des repères internes solides. Le besoin de liberté d'être soi et d'expression. L'enfant a besoin de pouvoir dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ressent. Il a besoin de rire, de pleurer, de poser 1000 questions, d'inventer des mondes. Il a besoin d'un espace où ses émotions sont accueillies, mises en mots, soutenues. Lorsque l'amour devient conditionnel, lorsque certaines émotions sont interdites ou disqualifiées, l'enfant apprend à se conformer pour préserver le lien. Et peu à peu, il peut perdre le contact avec ce qu'il est vraiment. Ces 5 besoins forment une constellation. Ils interagissent, ils se répondent. Lorsqu'ils sont suffisamment comblés, l'enfant peut développer un attachement sécure. Lorsqu'ils sont frustrés, l'enfant met en place des stratégies d'adaptation pour survivre émotionnellement. Attachement anxieux, évitant, désorganisé. Comprendre ces besoins fondamentaux, c'est se donner une cartographie précieuse, une carte qui montre ce qui a manqué, mais surtout ce qui peut être nourri et réparé aujourd'hui, pour nous, mais aussi pour nos enfants. Avant de se quitter, je t'invite à un moment d'introspection,
Un temps pour revenir vers ton histoire, vers ton enfance, vers ce lien d'attachement qui t'a façonné. Prends le temps dont tu as besoin pour cet exercice. Tu peux mettre sur pause, respirer, prendre des notes après chaque question si cela est nécessaire. Quand tu penses à ton enfance, qu'est-ce qui vient en premier ? Des souvenirs doux, neutres, ou plutôt des blessures, des manques, des absences ? Laisse venir ce qui se présente. Des images, des sensations dans le corps, des émotions. Accueille-les, sans jugement. Pense maintenant à ta relation avec tes parents ou avec les adultes qui ont pris soin de toi. Qu'est-ce qui comptait le plus pour être un bon enfant ? Être sage ? Réussir ? Faire plaisir ? Prendre soin des autres ? Qu'as-tu compris très tôt qu'il fallait être ou faire pour être aimé ? Ou pour ne pas perdre l'attention, le lien ? D'après toi, quel type de lien, quel style d'attachement as-tu développé ? Et aujourd'hui, en quoi ces adaptations d'hier influencent-elles encore ta façon d'être en relation ? Avec les autres et avec toi-même. Rappelle-toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Seulement un espace pour observer, avec douceur, ce qui s'est construit en toi pour te protéger. Prendre conscience n'est pas rouvrir les blessures inutilement, c'est gagner en clarté et peu à peu en pouvoir de transformation. Pour conclure, prenons un instant pour revenir sur ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons parlé de l'attachement, de ce besoin fondamental inscrit en nous dès la naissance. Indispensable à la survie, mais aussi à la construction de soi. Nous avons découvert les 4 grands styles d'attachement: sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Nous avons exploré les besoins fondamentaux de l'enfant, ces bases invisibles sur lesquelles se construisent nos manières d'aimer, de nous relier, de nous protéger. L'essentiel à retenir, c'est ceci. Ce qui s'est appris dans le lien peut se transformer dans le lien, par la conscience, par des relations plus sécurisantes, par un travail thérapeutique, par des expériences nouvelles et réparatrices. Dans le prochain épisode, nous irons encore un peu plus loin. Nous verrons comment l'attachement continue de se manifester à l'âge adulte, comment il influence nos relations, notre parentalité, et surtout, comment il est possible de transformer ce que nous avons reçu. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui, avec douceur, avec curiosité, avec compassion. Souviens-toi, comprendre, c'est déjà se donner le pouvoir de changer. À très bientôt dans un nouvel épisode de Fragile mais debout. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.